Sunday Night Production. Juste avant, moi aussi, je suis allé voir un petit peu Eliud Kipchoge ce qu'il avait fait avant Berlin. Bah, ça, typiquement, c'est ce qu'il avait fait. Il faisait des sorties de 40 km, il les faisait qu'une semaine sur deux. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite pendant ma prépa marathon, c'est que j'ai beaucoup couru mes sorties longues à la sensation. Sauf que, t'es en prépa marathon. Tu vois, je suis toujours un peu embêté vis-à-vis de ces questions-là, parce que entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce que moi, je perçois quand je parle à des professionnels, je trouve que c'est totalement décorrélé. Tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une époque assez technologique où on est de plus en plus attaché à nos données, à nos datas, aux capteurs aussi qu'on peut avoir par-ci et par-là. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui, dans cet épisode de DLTDC Original, nous allons explorer un aspect fondamental de l'entraînement des coureurs et coureuses de fond, la sortie longue, souvent perçue comme un simple exercice d'endurance. Elle peut pourtant être une véritable arme secrète pour progresser, à condition bien sûr d'avoir la bonne méthodologie. Alors, pourquoi les long runs sont-ils aussi cruciaux? Est-il possible de les repenser pour booster nos capacités d'endurance, pour nous éclairer sur toutes ces techniques et analyser un peu les stratégies des pros? J'ai le plaisir d'accueillir Tristan Pavlac. Comment ça va aujourd'hui, Tristan? Ça va très bien, ça va très bien. Et toi, la grande forme en ce moment? Très très bien, très content quand j'ai vu qu'aujourd'hui on allait parler de la sortie longue, parce que moi j'ai l'impression que la sortie longue c'est un peu une séance iconique dans la course à pied. C'est un peu la Madeleine de Proust, tu vois, mais paradoxalement j'ai l'impression qu'elle n'a pas évolué depuis les années 90 finalement, comme si c'était quelque chose qui n'a pas bougé d'un iota et qu'il ne faut pas réinventer. Je ne sais pas quel avis tu as par rapport à ça. Moi, j'étais pas là pour le voir, mais oui, je pense que après il y a des choses assez simples dans l'entraînement qui n'ont pas particulièrement besoin d'être réinventées, mais qui par contre ont besoin d'être bien compris, bien assimilées pour savoir un peu pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Le problème de faire un peu les choses par automatisme depuis si longtemps, c'est qu'on perd un peu son sens et au final on fait les choses sans savoir pourquoi. Et je pense que faire les choses sans savoir pourquoi, c'est moins efficace, on va dire, sur le moyen et long terme. Ce que je te propose déjà pour commencer cet échange, c'est qu'on pose déjà les bases sur ce qu'est une sortie longue, même si ça semble assez évident pour pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des petites subtilités que tu aimerais apporter ? Pour certains, les sorties longues, c'est à partir d'une certaine durée. Il y a des personnes qui les font débuter à partir de, 1h20, 1h30. Moi, personnellement, j'ai pas cette définition-là. Pour moi, une sortie longue, c'est juste une sortie plus longue que les autres. Si vous avez 3 sorties dans votre semaine, qu'il y en a 2 qui font 30 minutes, faire la troisième à 45 minutes, ça sera votre sortie longue. C'est juste une sortie qui va permettre de rallonger un peu la durée. C'est juste ça pour moi. Mais merci pour tes explications. J'ai quand même l'impression que l'interprétation autour des sorties longues, elle peut varier pas mal d'un coureur à un autre. Par exemple, moi je sais que des coureurs de piste, on va dire 800, 1500 mètres, une sortie longue pour eux c'est 45 minutes, alors que pour un marathonien ça peut être 2 heures. Est-ce qu'il y a quand même, on va dire pour qu'elle soit efficace, c'est-à-dire pour développer, pour qu'elle ait une action sur notre capacité d'endurance, donc vraiment faire sa caisse, j'imagine qu'il y a quand même une certaine limite. Si tu cours 20 minutes et que tu appelles ça une sortie longue, est-ce que ça va vraiment être efficace? Donc, est-ce qu'il y a concrètement un temps ou un kilométrage qui est quand même requis pour pouvoir travailler son endurance, son foncier à minima? Pour moi, c'est vraiment faut que ça soit corrélé avec l'objectif que tu as. Donc, ma réponse, ça va être non. Je prends l'exemple. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser sur les coureurs de fond. Tu l'as dit en introduction. Donc, l'exemple que je vais prendre, on sort un peu de ce contexte, mais tu prends un coureur de 200, 400 mètres. S'il va faire un footing de 20 minutes, oui, est-ce que tu appellerais ça sortie longue? Je sais pas, mais en tout cas, dans l'esprit, il peut y avoir un petit peu de ça. Donc, pour moi, c'est juste en adéquation avec l'objectif que tu as. Le terme sortie longue va s'adapter à tes objectifs. En effet, si tu fais un marathon, va forcément y avoir un besoin de longueur quelque part pour pouvoir t'amener au bout de ces 42 km. Donc, il n'y a pas de minimum
dans la définition, mais il y a vraiment un minimum par rapport à tes objectifs. Si tu es un coureur de 5000, si tu es un coureur de 10 000 ou un coureur de marathon, tes besoins vont pas être les mêmes. Donc, ce qu'on pourrait appeler sortie longue, ou tout du moins la sortie la plus longue dans ta semaine, aura pas la même longueur. Mais tu sais, quelquefois, il y a un peu des légendes urbaines, notamment celle qui dit qu'il faut courir plus de 45 minutes pour commencer à perdre du poids. Et on entend aussi ça, qu'il faut courir plus d'une heure pour vraiment commencer à travailler son endurance. Ça, on est plutôt dans la légende. Bah oui, et puis il me semble que c'est Mathieu Blanchard sur le podcast dans la tête d'un coureur qui en parle assez bien. Pour lui, courir, quand il est en reprise, ses footings, ils font 20 minutes, ses premiers footings, ça compte quand même, quoi. Il n'y a pas de durée minimum, il n'y a qu'une progression pour nous tendre vers un objectif. Alors, une chose est sûre, c'est quand on prépare un marathon, un trail, et même un 10 km, un semi-marathon, les sorties longues, elles sont quand même souvent assez centrales dans les plans d'entraînement, elles sont assez stratégiques, les coureurs les attendent. Quels sont, selon toi, les bénéfices vraiment qu'on va travailler sur la sortie longue? Alors évidemment, on pense à l'endurance, mais il y a d'autres choses, même au niveau musculaire, au niveau mental. Est-ce qu'il y a, pour toi, l'éventail de qualité qu'on va développer avec les sorties longues? Pour moi, quand on va sur une sortie longue, on va pouvoir s'intéresser à 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être un peu tout cet aspect endurance. Alors endurance, le problème, c'est qu'il est un peu générique comme mot. On ne sait pas trop ce que ça veut définir, parce qu'en fait, au final, tout est endurance et rien n'est endurance. Quand tu fais un fractionné, tu améliores quelque part ton endurance aussi. Donc, dans la langue française, dans toutes les langues, ce qui est bien, c'est que quand on porte de l'attention à un concept particulier, on augmente le nombre de mots qui veulent le définir. Je prends un exemple dans la langue française, des synonymes de manger ou de boire, il y en a plus d'une 50aine, il me semble. Donc là, c'est un peu la même chose. En sport d'endurance, pour le coup, comme on prête beaucoup d'attention à ce terme-là, on va essayer de le nuancer un petit peu, et il y a un terme qui, en 2021, a été mis en avant par Stephen Seiler, qui est le principe de durabilité. En gros, si je devais le définir extrêmement simplement, on a un profil physiologique, très souvent qui va être testé. N'importe qui a fait un test en laboratoire, il le voit, on obtient une courbe, on voit un peu ses repères, ce qu'on appelle les seuils, on voit un peu son VO2 max, sa consommation maximale d'oxygène. Si on court 1 heure, alors 1 heure c'est peut-être un peu court, mais si on court 2 heures et qu'on refait le même test, notre profil il va être dégradé. Et le but justement de ces sorties longues, ça va être de dire ok, on va travailler dans la durée pour pouvoir faire en sorte que ce profil-là soit le moins dégradé possible. Parce qu'on peut avoir un profil extrêmement fort au repos, on va dire, mais après fatigue qui se dégrade extrêmement vite. Donc ça va être l'un des premiers rôles, ça va être de jouer sur cette durabilité-là. Alors la durabilité ne s'entraîne pas que par les sorties longues. Moi j'aime bien mettre en avant le principe de travail spécifique et travail non spécifique. Là, la sortie longue, on est sur un travail spécifique de durabilité. J'ai envie d'être fort longtemps, de conserver ma vitesse longtemps dans le temps, et je vais essayer de maintenir des vitesses longtemps dans le temps. Je vais faire durer mes sorties, d'où le principe de sortie longue. Après, il y a aussi des principes non spécifiques. Je prends l'exemple du volume d'entraînement. Quelqu'un qui va s'entraîner 15 heures dans la semaine et quelqu'un qui va s'entraîner 1 heure et demie, en fait, le volume d'entraînement va jouer sur la durabilité. Là, on est sur l'aspect un peu non spécifique du travail de durabilité. Mais en général, les deux sont liés. On n'a pas forcément les mêmes sorties longues quand on a un faible volume de quand on a un volume élevé. Tout ça est un petit peu lié. Donc ça, c'est le premier, la durabilité. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être avantage mécanique. Si on s'intéresse un peu aux principes mécaniques, je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos, par exemple, de construction de voitures. Tu sais, quand ils vont voir si la portière résiste à 10 000, 100 000, 1 million, et voilà, ils vont fermer la porte, etc. Voilà. Exactement. En fait, le corps humain, il fonctionne un peu de la même chose, de la même manière. Et nos muscles, du coup, ils ont des compétences mécaniques, et il y a ce qu'on appelle le profil de cycle avant rupture qui est défini par la courbe de Wöhler, qui dit que en fonction de la force qu'on applique, chaque fibre musculaire ou nos tendons ou quoi que ce soit vont avoir un nombre de cycles avant de commencer à être un peu abîmés, voire d'être totalement abîmés. Le but de justement se confronter à des longues durées va améliorer un peu nos qualités mécaniques sur le temps. On peut être très fort sur le court avec des forts impacts, mais pas forcément avec des impacts plus modérés, mais sur le long terme. Et enfin, on a le troisième, l'avantage mental, juste la résistance à la durée. C'est pas la même chose de fournir un effort maximal sur 5 minutes que de fournir un effort modéré qui devient maximal, mais dans 3 heures. Moi, sur la sortie longue, quand j'étais en prépa marathon, c'était l'une des problématiques. Et c'est vrai que faire des fois des sorties longues de 1h30, 2 heures, voire même des fois pour certains plans un peu plus de 2 heures, allure footing,
Mentalement, il faut tenir parce que tu peux vite t'ennuyer, tu peux être à court de podcast. Donc, c'est vrai que tu travailles aussi un peu ton mental et on reviendra justement tout à l'heure parce qu'il y a des athlètes de haut niveau justement qui travaillent spécifiquement leur mental pendant les sorties longues et on va en parler. Avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, une petite question que je te donne comme ça à la volée. Une erreur que font beaucoup de personnes, parce que tu parles de blessures, d'adaptation, il y a des gens qui se blessent sur les sorties longues et qui redoutent ça. Et c'est surtout les coureurs, alors soit des coureurs amateurs, soit des coureurs qui sont très occupés. On va dire ils ont peu de temps pour s'entraîner la semaine. Par exemple, on va prendre Christophe. Christophe, il fait 50 km par semaine pour préparer son trail. Il n'a pas le temps la semaine, donc il va faire des petites sorties de 7-8 km. Et sur ces 50 km, il va faire une sortie longue de 30 bornes. Donc il va concentrer en fait sur sa sortie longue son 70%, voire même certains 80% de leur volume hebdomadaire. Ça, est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'est pas dangereux de fonctionner comme ça, de tout concentrer finalement son volume, son travail sur cette sortie longue? Méthodologiquement, si. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, mais pas tout le temps. En fait, si tu prends l'entraînement, pour moi, je priorise la fréquence au volume. C'est-à-dire que c'est la fréquence qui va pouvoir créer le volume. Si tu dis 50 km, en 2 sorties, ça va pas être possible. Par contre, si tu vas commencer à augmenter petit à petit ta fréquence, tu vas pouvoir augmenter ton kilométrage. Donc pour moi, c'est ça, c'est fréquence, puis volume, puis intensité. Ça, c'est la première chose, ce qui fait que si on n'a pas la fréquence, vouloir griller l'étape pour aller directement au volume, pour moi, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, pour moi, le volume global va prédisposer les gens à pouvoir faire une certaine quantité de sorties longues sur le long terme. C'est-à-dire qu'à l'année, si je cours 50 km, je vais pouvoir, j'ai pas fait l'exercice de tête, mais on va dire 50 km, imaginons une sortie de 15 km sur la sortie longue. Là, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir, mais ça va passer, on va dire 1h30, qu'importe. Par contre, quand je vais courir 2 heures, quand je vais courir 2h30, ça ne sera pas une durée que je vais pouvoir tenir sur le long terme. Par contre, Eliud Kipchoge, qui lui court entre 150 et 200 bornes à l'année, pour lui, 40 km, c'est pas tant que ça. Donc, il faut toujours mettre en relation. Ça reste un petit pourcentage sur ces 200 bornes qu'il fait par semaine. Exactement. Ça reste un petit pourcentage de sa semaine. Parce que moi, j'ai une personne qui m'a contacté, là, c'est un ami à moi, qui crampe beaucoup sur ses séances. Et je regarde un peu son plan. Je lui dis, mais regarde, sur ton week-end, sur ta sortie longue, tu mets 60% de ton volume. C'est pas mécaniquement, c'est compliqué. Ouais, mais justement, c'est là où pour moi est la nuance, c'est que si tu tiens simplement ce discours-là, tu vas te retrouver avec des gens qui vont dire ouais, pour moi un marathon, ça se court pas en dessous de 80 km semaine, 90 km semaine, 100 km semaine. Or, et avec Campus, on le voit pas toutes les semaines, mais à chaque fois qu'il y a une grosse compétition, des gens qui réussissent leur marathon avec beaucoup moins de volume que ça, il y en a des milliers. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette règle-là, elle est vraie. Et puis même, tu vois beaucoup de gens qui disent sur la sortie longue, c'est 33% du volume hebdomadaire. Quand tu cours 3 fois, comment tu fais? Mathématiquement, t'es forcément piégé quelque part. Donc, après, il faut faire attention aux allures. Il faut faire attention. Bien sûr, il faut gérer. Si vraiment tu vas concentrer une grande partie de ton volume sur cette sortie-là, t'as pas le droit à l'erreur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une question de terme. Si tu prépares un marathon et que tu n'as pas le volume, pour moi, tu peux monter et tu dois monter parce qu'il faut se préparer à l'échéance, mais ça doit être fait sur le court terme. C'est pour ça que pendant une préparation marathon, tu commences pas, si tu cours 3-4 fois dans la semaine, tu commences pas avec des sorties de 2 heures 20 semaines avant. Tu vas justement faire une montée progressive et qui va monter sur la fin pour pouvoir te permettre de développer cette endurance, comme on pourrait dire. Alors, on va fermer la parenthèse. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon plus en détail dans la suite de nos échanges. Mais on va rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Tristan, on sait tous les deux que les athlètes de haut niveau mettent quand même un point d'honneur à peaufiner chaque détail de leur préparation. Et justement, là, j'aimerais qu'on s'intéresse aux aspects de leur méthodologie concernant les sorties longues et voir un peu si on peut s'inspirer de certaines choses qu'ils font, quels aspects sont pertinents et peut-être ceux qui sont moins pertinents et qu'on doit mettre de côté. On va commencer par l'une des spécificités des athlètes pros que j'ai remarqué, parce que j'en ai appelé plusieurs justement pour les sonder un peu sur la sortie longue en leur disant qu'on préparait un épisode spécial et que je sais qu'ils ont des fois un gros carnet d'adresses, Guillaume. Pas un gros carnet d'adresses, mais voilà, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que le podcast, je commence à avoir mes petits papiers. Il a ses entrées. Exactement. Et du coup, on va commencer par une des spécificités importantes. Ils laissent rien au hasard et ils attachent une grande importance à la planification de leur sortie longue. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est revenu.
Nous, finalement, la sortie longue, c'est un peu tous les dimanches, tu vois. Mais eux, on voit que ce que j'ai remarqué, c'est que ça peut vraiment bouger, ça peut être situé pareil. Il y a vraiment une planification, même en fonction des périodes où est-ce qu'ils vont la faire. Voilà, la planification, elle est extrêmement importante. Ça revient tout le temps. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on planifie? C'est quoi ce concept qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que ça doit jamais être mis au hasard finalement notre sortie longue, notre plan d'entraînement? Quand on parle d'entraînement, on parle toujours de logique interne. Donc là, je ne vais pas donner de vérité, je vais juste donner les différentes nuances qu'on peut apporter à sa sortie longue. Pour moi, il y en a deux principales. Premièrement, ça va être la position dans laquelle on la place dans la semaine. Si on prend là l'exemple des professionnels, puisque c'est ce dont on parle, en réalité, sur une préparation marathon, parce que c'est là où c'est le plus exacerbé, des sorties longues en kilomètres, ils vont en avoir plein, mais il va y en avoir une qui va être plus longue que les autres, et où est-ce qu'il la place dans la semaine? Là, il y a donc différentes écoles. Il va y avoir la sortie longue qui va vraiment être considérée comme une sortie séance à part entière, intense, et qui va vraiment essayer d'être séparée dans la semaine. C'est-à-dire que la veille, par exemple, va pas y avoir de séance très difficile pour pouvoir justement arriver à reposer sur cette séance et pouvoir faire quelque chose de vraiment très qualitatif. Et tu as l'autre école de l'autre côté, où justement, il va y avoir cette notion de pré-fatigue. On va se dire, non, au contraire, puisqu'on va travailler sur la durée, essayons d'arriver fatigué là-dessus. Et justement peut-être faire un fractionné la veille. En tout cas, faire en sorte de ne pas être totalement reposé le jour de cette sortie longue. Et justement, c'est exactement ce que j'ai retrouvé, ces doubles stratégies. Et j'ai même un athlète qui m'expliquait que lui, il les positionnait en fin de semaine, quand il était très chargé, et juste après sa séance de musculation. Il faisait une séance de musculation en salle avec poids, avec charge, et il finissait avec une sortie longue de 2 heures des fois. Donc vraiment enchaîné. Il sort de la salle. Enchaîné, ouais. Il sort de la chaîne et ils allaient courir. Il y avait aussi, je pense, un travail de transfert peut-être. Et donc voilà, fin de semaine déjà, il a toutes les séances dans les jambes. Il termine avec un dimanche matin à la salle de muscu. Et hop, dès qu'il a fini vers 10h, il fait 10h, 12h. Et là, dimanche après-midi, il dort, évidemment. C'est dodo. Faut pas lui parler. Ouais, c'est très intéressant. Alors, il faut encore une fois avoir beaucoup de volume parce que là, t'imagines la quantité de stress qui est générée par l'enchaînement des 2 séances, surtout au niveau mécanique, ça va être vraiment important. Mais c'est très intéressant parce que nous aussi en triathlon, on parle beaucoup de ça. Par exemple, c'est mettre la sortie longue de vélo, par exemple le samedi et la sortie longue de course à pied le dimanche, en disant le vélo va nous préfatiguer pour la course à pied. Alors, il faut bien avoir conscience que les systèmes de fatigue à H+1 ou à H+24 va pas être la même chose. En fait, si tu enchaînes après un vélo ou si tu enchaînes le lendemain, la fatigue que tu vas ressentir va pas être la même chose. Quoi qu'il arrive, s'il y en a qui le font, c'est qu'il y a une logique interne qui fonctionne bien là-dedans et que mais rien que pour le fait de travailler en ayant l'impression d'être fatigué, en ayant les jambes lourdes, il y a un intérêt. Après, là, tu nous prends un exemple où justement, il va y avoir cette fatigue nerveuse, mécanique, directe et enchaînée après. Pour moi, ça fait beaucoup de sens d'un point de vue théorique. Je ne l'ai jamais expérimenté moi-même, mais en tout cas, théoriquement, ça fait beaucoup de sens. Ouais. Après, il faut pouvoir l'enchaîner et j'imagine qu'il ne fait pas ça tout le temps. C'est vraiment dans le cadre d'une prépa, c'est des séances, c'est pas toutes ces sorties longues qui sont comme ça, mais c'est des choses qu'on peut retrouver. Tu fais bien de le préciser parce qu'il y a aussi des principes ondulatoires. On va le voir juste après sur la progression, mais tu peux alterner d'une semaine sur l'autre. Une semaine pré-fatiguée, une semaine pas pré-fatiguée. Et peut-être que tu te rends compte que quand tu es pré-fatigué, ça t'apporte beaucoup de bénéfices et tu ressens sur ta performance que ça augmente, mais que tu peux pas le faire tout le temps, le fais pas tout le temps et justement alterne. Et là, je vais revenir sur le même principe, mais dans la notion de progression, qui est le deuxième aspect de planification. La manière dont je conçois l'augmentation des sorties longues, c'est progressif vers l'objectif. C'est-à-dire qu'on commence avec un volume de sorties longues plutôt bas et on va tendre à l'augmenter plus on se rapproche de la compétition. Pour les courses de fond, encore une fois, je le répète, cette vérité-là, elle peut s'appliquer avec de l'ondulatoire. Juste avant, moi aussi, je suis allé voir un petit peu Eliud Kipchoge, ce qu'il avait fait avant Berlin. Ça, typiquement, c'est ce qu'il avait fait. Il faisait des sorties de 40 km, il les faisait qu'une semaine sur 2. Alors, en termes de volume, après, il compensait autrement dans sa semaine. C'est énorme, 40 km. Enfin, des sorties de 40 km, c'est vraiment la Kenyane. Ouais, mais pour lui, c'était genre 2h10. Parce que même les Français, ils font pas. Ouais, parce qu'il est quand même. On va parler des allures juste après. Parce que tu vois, il courait de tête, je vais pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 3,15, 3,20. Ce qui pour lui, en fait, si on prend des repères physiologiques, correspond quasiment à son premier seuil. Tu vois, on discutait avec Jimmy Gracie l'année dernière. Ce qu'il disait 3,15 pour lui physiologiquement, c'est pas très taxant, quoi. En fait, c'est là où aussi, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est difficile de regarder ce que font les pros et de l'appliquer à nous. Parce que, oui, courir 40 km, ça fonctionne quand tu cours 200 km dans la semaine. Quand tu cours 70, tu peux essayer, mais en tout cas, tu risques d'avoir des problèmes. Puis on n'a pas toutes les infos. On sait pas vraiment tout ce qu'ils font. Bien sûr, et puis ils nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire. Exactement. C'est pour ça que j'ai pas voulu vraiment prendre, à moins vraiment d'avoir toutes les séances
cas par cas, mais c'est plutôt les philosophies qu'on va retrouver chez les pros sur la sortie longue qui m'a intéressé. Alors, tu parles des allures, et moi justement, c'est un aspect qui m'intrigue particulièrement, c'est cette gestion. À quelle vitesse on va courir? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a des coureurs qui vont... l'allure pour eux, c'est pas un sujet. Ce qu'ils veulent, c'est que la sortie elle soit longue, en fait, par définition. D'autres qui vont plutôt être à la sensation. Et moi, c'est l'erreur que j'ai faite pendant ma prépa marathon, c'est que j'ai beaucoup couru mes sorties longues à la sensation. Sauf que tu es en prépa marathon, tu es sur ta 7e, 8e semaine, tu es très affûté. Je courais à 14 km/h, j'étais hyper bien. Sauf que c'était pas vraiment les consignes que j'avais de mon entraîneur. J'avais pris quelques libertés parce que pour moi, en fait, je me sentais bien, j'allais vite, puis je m'ennuie. Sinon, franchement, moi, quand je cours doucement, je m'ennuie très très vite. Je suis quelqu'un qui déteste l'ennui, donc je voulais toujours essayer d'un peu de challenger. Pas facile comme athlète, le petit Guillaume. Ouais, pas facile. Mais c'est les erreurs. Je la referai plus parce que je me suis rendu compte que j'étais à 13,5, 14 sur mes sorties longues, mais très très relâché. Je pouvais parler, tout, j'étais vraiment très bien. Comme tu dis, quand t'es affûté, c'est que dalle. Mais mine de rien, en fin de parcours d'entraînement, j'ai l'impression en tout cas que ça a laissé des traces. Donc justement, en termes... À la fin de la planif ou à la fin de ta sortie longue? Pas à la fin de la sortie longue, mais sur les 10e semaines, je commençais à accumuler un peu de fatigue. Et je pense que finalement, ça a rajouté quelque chose parce que j'étais bien à 1 km/h au-dessus des consignes que j'avais de l'entraîneur. Même moi, je respecte pas tout le temps les consignes de mon entraîneur. Voilà, je vais pas mentir. Est-ce que tu peux nous éclaircir justement sur cette allure et surtout sur... un peu la consigne qu'on a tous, c'est on y va à la sensation. Mais les sensations, comme tu l'as dit, elles sont variables. Donc, grosso modo, si on veut qu'une sortie longue ne laisse pas trop de traces, soit assez incolore, on va dire que c'est juste une sortie pour sortir, c'est quoi les allures qu'il faut respecter? Alors, avant de te donner des allures, encore une fois, c'est vraiment une question de logique interne. Parce que la vitesse que tu vas faire sur ta sortie longue, ça va dépendre de ta semaine aussi. Si tu considères vraiment ta sortie longue comme une sortie intense avec des allures dedans, etc., tu ne vas pas considérer tes sorties intenses de la semaine de la même manière, tu vas peut-être pas les placer de la même manière non plus, et ta charge d'entraînement en général, donc le volume et l'intensité cumulés, tu vas pas gérer ça exactement de la même manière. Et tu le vois bien chez différents entraîneurs. Tu vas avoir par exemple des entraîneurs comme Galloway qui eux vont juste faire des sorties longues, basse intensité, mais pour le coup très très longue. Lui, pour le coup, il me semble que, tu vois, je donne des valeurs, mais pour un semi-marathon, il va conseiller du 28 km plus en sortie longue préparatoire. Sur du marathon, c'est du 45 km. Enfin, là, on est vraiment sur une théorie très, très à l'américaine, on va dire. Après, tu vas en avoir d'autres qui va être sortie longue avec de l'allure. Il me semble que, comme tu t'étais entraîné avec Fred, il me semble que Fred lui aussi fait ce genre de sortie-là, où beaucoup d'allure marathon sur ces sorties longues-là, comme un peu des petites répétitions générales avant le grand jour. Et tu vas non, voir... Fred, alors moi en tout cas, quand il m'avait coaché, les sorties longues, c'était la plupart, quelques-unes où il y avait un peu, où il intégrait des allures spé, mais il y avait vraiment des séances spé allure marathon qui étaient progressives. Tu commences par 8 km, il rajoutait en fait par semaine à chaque fois des petites briques pour monter après sur une sortie vraiment allure marathon. Il est très travail spécifique, Fred. Ok, je pensais que c'était dans la sortie longue. Non, et il y avait au début, il intégrait un petit peu, mais après, c'était quand même les allures spé. En tout cas, sur mon plan, à l'époque, il change beaucoup, ça ça évolue. À l'époque, en tout cas, c'était décorrélé. Ok, du coup pas comme Fred. J'aurais pas d'entraîneur à donner un exemple. Et t'en as d'autres qui vont onduler, type Jack Daniels, qui est vraiment un entraîneur ultra connu en course à pied, où lui pour le coup il va alterner très régulièrement d'une semaine sur l'autre, entre des sorties longues avec de l'intensité et des sorties longues avec peu d'intensité. Alors après, tu me parles de quelle allure? En général, sur ces allures-là, ça va être typiquement, alors si on parle au niveau physiologique, soit par exemple du premier seuil. Si on parle maintenant en termes d'allure de course, très régulièrement, soit allure marathon, parfois de l'allure semi-marathon. Pour moi, c'est très très rare qu'on aille au-dessus de l'allure semi-marathon sur ce genre de séance, parce que justement les allures plus rapides, en général, on veut en faire des vraies séances de qualité. Très simplement. Alors, justement, pour mesurer et contrôler un peu son allure sur ces sorties-là, pas mal de pros m'ont expliqué qu'ils utilisaient, parce que j'étais assez surpris, beaucoup le cardio. Alors, il ne faut pas croire que les athlètes, en tout cas, les triathlètes, je sais que c'est un peu différent, on s'entraîne beaucoup au cardio. Finalement, les coureurs sur route et les marathoniens, le cardio est évidemment une donnée importante, mais elle n'est pas centrale dans le contrôle de l'entraînement. Ils vont plus l'utiliser en période de reprise, et notamment là où ils l'utilisaient, c'est sur les sorties longues, puisque ce qu'ils m'expliquaient, ils ont quand même pas mal de charges
ils sont quand même, il y a assez de fatigue quand ils le font en fin de semaine. Et donc, voilà, les impressions, les sensations peuvent être des fois un peu trompeuses. Et donc, le cardio permet quand même d'avoir une espèce de garde-fou. Donc, il corrélait pas mal cette info avec le cardio. Toi, tu conseilles quoi? Est-ce qu'il faut mieux... quelles données il vaut mieux regarder? Je vais faire un parallèle et tu vas comprendre que ça revient exactement sur ce que tu viens de dire. Dans le triathlon, pourquoi est-ce qu'on utilise beaucoup la fréquence cardiaque? Alors, quand je dis on, peut-être que je m'avance sur, sur d'autres entraîneurs, mais en tout cas, certains entraîneurs le font. C'est parce que quand tu vas commencer à courir, le jour J, tu vas avoir nagé, tu vas avoir roulé avant. Et en fait, tu peux avoir travaillé toutes les allures que tu veux à l'entraînement. Si tu as fait n'importe quoi sur les deux allures, sur les deux épreuves précédentes, ou si tu t'es un peu enflammé, en fait, ta course à pied, elle va pas du tout être courue à la même allure. Et donc, justement, la fréquence cardiaque, ce qui est bien, c'est que c'est un repère décorrélé de tout le reste et qui représente une charge interne. Donc, si tu as un peu trop forcé avant, en fait, ton allure va diminuer. Mais au niveau de la fréquence cardiaque, tu vas pouvoir réussir à équilibrer un petit peu. Donc, tu vois, quand tu me parles de charge sur la semaine, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui a eu une grosse semaine, etc., et pour lesquels la sortie longue doit vraiment être facile, la fréquence cardiaque, c'est un bon moyen de, comment on pourrait dire, de lisser un peu les sensations. Et c'est là où, pour moi, je vais différencier les deux sorties longues. Pour moi, une sortie longue qui est facile, c'est juste long. 1h30, endurance fondamentale, footing. À ce moment-là, je priorise le ressenti d'effort, donc ce qu'on appelle le RPE. Mais tu vois, si on prend ton cas en prépa marathon, le RPE n'aurait pas été suffisant. Parce que si je te dis RPE 3, tu aurais été au-dessus. Et à ce moment-là, limiter avec une fréquence cardiaque, ça peut être intéressant parce que ça indexe tout, enfin, ça peut prendre en compte tout ce que tu as fait avant. Et en dernier, l'allure. Moi, c'est comme ça que je les hiérarchise pour les sorties faciles. RPE, cardio, tu peux définir le allure. RPE pour que ce soit... RPE, c'est ressenti d'effort perçu. Donc, en général, ça va être une échelle de 1 à 10. C'est l'échelle la plus courante qu'on utilise. 1, c'est je suis dans mon canapé. 10, c'est la pire séance VMA de votre vie. C'est pas normal, généralement. C'est ça, c'est 18 fois 400. Et puis après, pendant 2 semaines, on fait plus rien parce qu'on est à la limite de la blessure. C'est un peu la même chose. C'est ça le RPE. Et après, par contre, pour les sorties longues avec de l'intensité, là, pour moi, j'inverse les priorités. C'est d'abord l'allure, parce que surtout en course à pied sur route, on s'entraîne pour une allure. Puis ensuite, la fréquence cardiaque. Parce que si jamais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, et enfin le ressenti d'effort en dernier. Alors, tu parlais justement d'intégrer soit des allures spé dans ces sorties longues, et justement, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal remarqué, notamment chez les marathoniens français. Alors, il y a les allures spé, donc vraiment on va travailler sur, pendant ces sorties longues, ces allures marathon, mais il y en a qui vont travailler avec des intervalles, des fois même un peu plus intenses, tu vois, où ils vont travailler même limite des allures 10 km placés parce qu'ils ne veulent pas forcément faire du travail de piste, de vitesse pendant leur sortie longue, sur des petites distances, du tempo aussi, également du seuil, pas forcément que des allures spé marathon. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose justement, typiquement sur une sortie longue? On sait qu'on doit faire un peu de vitesse en marathon parce que sinon on se transforme en gros moteur diesel. Intégrer quelques séances à plus haute intensité sur ces sorties longues en début de sortie, est-ce que ça peut être intéressant? Et justement après, ce que m'expliquait l'athlète en l'occurrence, donc il part 20 minutes, il l'intègre justement après des séances à 10 km pour le fatiguer un peu, et après comme ça il a un petit travail sur la fatigue, ça lui permet de combiner allure rapide plus travail sur la fatigue. Ça devait pas être des gros intervalles non plus. Non, il faisait pas un 8 x 1000. Non, bien sûr que non. Non, c'était du 3 minutes, tu vois, il allait faire du 6 x 3 minutes, un peu intense, ce genre de choses, avec un peu de récup après, mais il restait quand même, tu vois, il était à 15 à l'heure sur les récup, quoi, tu vois. Et après, ça lui disait, ça permettait de travailler aussi sur la fatigue pour un peu resimuler cette fin de course qui peut être un peu délicate. Tu vois, ça, c'est des trucs auxquels moi, j'aurais jamais pensé, quoi. Ça peut être intéressant. Alors, je sais que dans la saison, on aura un épisode qui sera dédié, mais grosso modo, tu peux, comment faire sans y passer 20 minutes. Tes fibres musculaires, elles se contractent dans un ordre prédéterminé. Et en gros, quand tu es dans ta course, par exemple, sur un semi-marathon, on en a déjà parlé la saison dernière, donc c'est pour ça que je me permets de le reparler, mais tu vas contracter une quantité précise de fibres, et au fur et à mesure de la fatigue, tu vas avoir de plus en plus de fibres qui vont participer justement à l'effort, et des fibres de plus en plus rapides. Là, l'idée, c'est de se dire, si je fais un intervalle à haute intensité tôt dans la séance, je vais déjà préfatiguer les fibres qui sont censées se contracter plus tard, et donc quelque part, on peut jouer là-dessus. Moi, dans ma logique interne, c'est pas quelque chose que je fais, mais encore une fois, faut
prendre toute la planification en compte. C'est pas parce que je le fais pas que c'est nul, c'est juste que théoriquement ça fait beaucoup de sens, mais il faut voir tout le reste comment c'est fait. Parce que la majorité des gens et des amateurs, le problème c'est pas qu'ils font pas assez d'intensité, au contraire ils en font parfois même déjà trop. Donc rajouter ce genre d'allure, pour moi c'est pas prioritaire, et on a plutôt intérêt à travailler ce qu'on peut appeler le tempo. Pour moi, le tempo, allure marathon, c'est exactement la même chose, de la même manière que sweet spot et allure semi-marathon, ça se reproche dans les définitions. Si on veut faire du seuil, faisons-le sur une séance dédiée. Parce que aller sur une sortie longue en se disant faire, je sais pas, sur un semi-marathon, disons, faire 1h30, c'est pas assez long pour moi pour travailler mon endurance. Là, on est vraiment dans des logiques de professionnels, ou qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mes 1h30 soient un peu plus fatigantes, parce que je pourrais... en fait, je cours déjà 150 km dans la semaine, donc si j'ai envie de courir 40 bornes, je pourrais le faire, quoi. Ouais, enfin, même 200. Ouais, c'est vraiment des logiques très précises que là, on va pouvoir retrouver sur le haut niveau, qui font beaucoup de sens théoriquement, que personnellement, je n'utilise pas, parce que je trouve que les amateurs n'en ont pas besoin, tant mécaniquement que physiologiquement. Donc, toi, par exemple, à titre personnel, sur Campus Coach, est-ce que tu vas intégrer l'allure spé dans tes sorties longues, ou tu vas vraiment mettre ça de côté sur une séance vraiment spécifique ? Ça dépend des profils. J'aime beaucoup les mettre sur les sorties longues. Alors, évidemment, sur des distances qui sont longues, type semi-marathon ou sur marathon. Sur 10 km, je préfère faire des séances P vraiment très spécifiques. Et après, plus les gens vont être expérimentés, plus j'aime bien mettre une séance spécifique à côté. C'est vraiment une question de... Parce que quand tu as 3-4 séances dans la semaine, tu peux pas tout faire, quoi. Quand on a 8, là tu te fais plaisir, là, tu mets des fractionnés spécifiques, etc. Mais c'est vraiment une question de priorité. Au minimum, un peu sur la sortie longue, j'aime bien. Après, il faut pas oublier que quand tu régresses les niveaux des gens, tu arrives à un moment où leur endurance fondamentale, ça devient leur allure marathon. Et où en fait, du coup, ils font tout le temps du spécifique. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'en fonction des profils, il faut vraiment hiérarchiser les choses et pas faire la même chose à tout le monde. Alors, certains athlètes de haut niveau, ce qu'ils m'expliquaient, on va parler un peu maintenant du choix du terrain, du revêtement. Alors, il n'y a pas de séance en côte à proprement parler. C'est-à-dire que j'ai pas noté, j'ai demandé si vous arrivez de placer quelques séances, quelques côtes, dans votre sortie longue. J'en ai pas eu. En revanche, beaucoup m'ont expliqué qu'ils vont chercher des parcours vallonnés. C'est-à-dire que les marathons très plats, il y en a quelques-uns. Berlin, on a Valence à la rigueur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, marathon de Paris, il va quand même avoir pas mal de côtes. On arrive au JO aussi, où il va y avoir pas mal de côtes. Donc là, ils se sont beaucoup adaptés. Sur ces marathons, ça reste une minorité finalement, les marathons plats. Faut pas, même Londres, c'est pas du tout plat. Et donc, ils vont tout le temps chercher un peu de dénivelé, un peu de côte. Parce qu'ils me disent, le problème, c'est qu'on a naturellement tendance à vouloir aller chercher le parcours le plus plat, des boucles de 5 km. Sauf qu'en fait, ça te prépare pas vraiment au faux plat montant, aux petites côtes que tu pars sur le parcours. Et donc ça, c'est une erreur pour eux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie, ou est-ce que carrément on peut même pousser le truc un peu plus loin et même intégrer vraiment des vraies côtes, quoi ? Là, on rentre 100% dans le principe de spécificité, et je les rejoins totalement, surtout en fin de préparation, mais j'ai envie de dire qu'importe. Tu prends un entraîneur comme Dan Plus, par exemple, un entraîneur qui entraîne des gens de très très haut niveau en triathlon. Lui, il adore intégrer beaucoup de côtes, que ce soit dans la sortie longue ou sur d'autres séances. Tu prends Jeff Galloway, lui aussi, il définit beaucoup d'entraînement en côte. Sur l'entraînement spécifique des côtes sur la sortie longue, personnellement, je reste sur ce principe de spécificité. Si votre course a beaucoup ou peu d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi c'est bien d'instaurer ce truc de variation. Cependant, et j'aime bien le noter, faut pas que ça se fasse au dépens d'autres choses. Alors en général, sur la sortie longue, ça se fait pas au dépens d'autres choses. C'est plus sur les sorties intenses, etc. Alors, on en a parlé aussi sur l'épisode dédié sur l'entraînement en côte l'année dernière, mais pour moi c'est très 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 intéressant. Et puis d'ailleurs, même tu me diras, tu sais quoi, même sur un triathlon, tu prépares Berlin, tu prépares Valence, pour moi ça vaut quand même le coup de mettre pas mal de vallonnés si on en a l'occasion sur cette sortie longue. Pour moi, ça ne peut... Pourquoi ? Parce que du coup c'est un peu étrange. Si c'est tout le temps plat, finalement, autant rester plat. Parce que je reviens un peu sur ce système en disant, quand on court à plat, on met l'accent sur tout ce qui va être système élastique. Et quand on court en montée, on va mettre un peu plus, mais c'est un spectre, c'est évidemment, on va mettre un peu plus l'accent sur l'aspect contractile, musculaire. Donc du coup, avoir cette variation, ça va être intéressant, parce que quoi qu'il arrive, quand on arrive sur la fin de distance longue, l'aspect musculaire peut être parfois limitant. Donc si on n'est jamais limité par ça, à la limite, on peut s'en passer. C'est pour ça que je dis que c'est pas prioritaire pour moi. C'est pertinent, mais non prioritaire.
Si on le fait pas, il y a de grandes chances que ça se passe tout aussi bien. Mais comme ça se fait pas aux dépens d'autres choses, ça rapporte un peu de variété dans l'entraînement. Pour moi, c'est positif. Ouais. C'est intéressant. Alors, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, on vit dans une époque assez technologique où on est de plus en plus attaché à nos données, à nos datas, aux capteurs aussi qu'on peut avoir par-ci et par-là. Et tu sais que depuis quelques années, ça a vraiment explosé. Il y a pas mal de startups qui se sont lancées avec des nouveaux produits plus ou moins intéressants pour les coureurs à pied. Et je sais que la sortie longue, c'est aussi une sortie qui est très analysée au niveau data. On va vraiment... il y a le cœur évidemment, mais on va essayer vraiment de décortiquer. On va passer beaucoup de temps à analyser les données sur la sortie longue. Qu'est-ce qu'on peut, justement, selon toi, les choses sur lesquelles, les outils qu'on peut exploiter, peut-être qu'on n'utilise pas, les datas qu'on peut analyser, qui sont importantes d'analyser, parce que c'est aussi un peu souvent les séances un peu finales. Tu vois, je suis toujours un peu embêté vis-à-vis de ces questions-là, parce que entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce que moi je perçois quand je parle à des professionnels, je trouve que c'est totalement décorrélé parce qu'on idéalise beaucoup l'image du professionnel. On a l'impression que c'est tout à la pointe. Les mecs, ils mesurent le lactate, ils mesurent la glycémie, ils mesurent le truc, le machin. Mais en final, quand tu parles réellement de ce qu'ils font au quotidien, c'est des choses extrêmement simples. Et parfois, je pense que les amateurs se prennent plus la tête à l'entraînement que les professionnels. Parce que, je sais pas, peut-être pour compenser le fait que ça fait 5 ans qu'ils s'entraînent, les autres, ça fait 20 ans, donc niveau expérience... Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai ce sentiment-là. Les amateurs se prennent beaucoup plus la tête vis-à-vis de l'entraînement. Et que c'est un triathlète qui dit ça. Hein. Quand même, vous êtes très friand de gadgets. Je dis ça parce que justement, je dis ça et puis peut-être que je suis le premier coupable. Mais pour moi, si tu restes sur les fondamentaux cardio, ressenti de l'effort, vitesse, ou dans l'autre sens même plutôt, déjà tu as fait 90% du travail. Et le problème de vouloir mettre le doigt dans l'engrenage après, c'est que imagine tu fais une mesure du lactate. Très bien, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faut que tu mesures la température, il faut que tu recenses dans un carnet ce que tu as mangé avant, il faut que tu mesures peut-être ta quantité hydrique, enfin bref. En fait, juste si tu mets le doigt dedans et que tu prends juste ta mesure de lactate, ça va être sympa, mais en réalité, dans le meilleur des cas, tu as l'impression de faire bien, et dans le pire des cas, c'est juste un pansement pour montrer que... En fait, à la limite, ça peut donner confiance. On peut dire ça. Voilà, t'as la confiance de bien faire. Donc, on se focalise sur son cardio. On essaye de voir s'il n'y a pas pour des moi, des allure, pics. cardio, ressenti d'effort. Et après, l'outil de puissance, ça peut être très intéressant parce qu'il y a des gens pour qui, même à plat, par chez eux, le GPS fonctionne très mal. Donc, à ce moment-là, ça peut être très intéressant. La glycémie, moi, j'ai un peu de mal parce que en réalité, c'est très cher en plus. Hein. Puis en réalité, avoir une bonne nutrition, s'y entraîner, etc. C'est vraiment pas si difficile. Alors peut-être pour les ultras, pour les professionnels, pourquoi pas, mais la majorité des gens, ils vont courir 5, 10, 21 km, 42 km. 4 heures d'effort, 5 heures d'effort, c'est relativement court. Et après tu as d'autres outils, variation de fréquence cardiaque, rythme respiratoire à l'effort, ce qu'on appelle l'eumoxie, donc ça veut dire l'oxygénation musculaire. Pour moi, tout ça se retranscrit extrêmement bien avec fréquence cardiaque ressentie, vitesse. Ouais, il faut faire attention, et puis parce que on laisse de l'influx nerveux aussi, tu vois, on va trop analyser, on va trop intellectualiser son effort physique, et on va se découvrir des problèmes, parce que si on cherche, on finit toujours par trouver. Tu prends le top 5 mondial, les mecs ils ont une équipe pour le faire à leur place, donc eux à la limite ils s'en foutent. Mais un coureur lambda, il est tout seul avec ses petits bras. Après, ce qui est intéressant à dire, c'est vraiment, je pense qu'une donnée de toute façon qui est intéressante à suivre, c'est sa fréquence cardiaque, et surtout quand on est en prépa marathon, elle doit baisser. Généralement, c'est-à-dire que comme vous allez vous affûter, vous allez courir, vous allez vous remarquer que généralement, au fur et à mesure de vos sorties longues, si vous en faites une par semaine, le rythme cardiaque doit quand même aller en baissant plut qu'en montant. En baissant pour une même vitesse. Mais ça, bien sûr, pour une même vitesse. Ça, c'est juste le fait de progresser, en fait. C'est-à-dire que tu deviens juste meilleur. Exactement. Mais c'est un bon marqueur, oui. La prépa, t'es censé t'améliorer, tu vois, sauf si t'es vraiment... mais techniquement, c'est pas conservé. Ça peut, si vraiment t'as pas de challenge. Il y en a des prépas où tu veux juste... réitérer un chrono, te mettre un petit objectif pour te motiver à t'entraîner. Donc, tu n'as pas vraiment d'envie de reprogresser. Mais si vraiment la prépa doit servir aussi à s'améliorer, vous devez quand même voir à des mêmes vitesses une différence. Moi, je voyais sur mes allures sim marathon, au début, j'étais quand même très très haut en cardio, même assez flippant. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et puis, j'ai vu qu'au fur et à mesure de la prépa, le cœur a beaucoup blessé parce que simplement, je m'améliorais. Si vraiment en fin de prépa, vous avez un cœur qui monte, ça peut être signe de surentraînement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut
faut être très vigilant. Sauf si une séance où vraiment vous étiez très fatigué, vous avez beaucoup travaillé, voilà. Mais globalement, le cardio doit toujours aller en descendant. Bon, personnellement, tous les gens que j'ai entraînés, j'ai jamais vu une fréquence cardiaque monter. Je sais que dans les petits papiers, dans les livres, ça existe sur certaines formes de stress très particulières, sympathiques, mais personnellement, je l'ai jamais vu. J'ai toujours vu des gens qui après avaient du mal à faire monter sa fréquence cardiaque. Et là où il faut pas tomber dans le piège, c'est qu'une fréquence cardiaque basse peut parfois être mauvais signe. Bien sûr. Parce ça peut être aussi un signe de oui, surentraînement. parce que ça veut dire que ça arrive plus à monter. Mais surtout au repos. Hein. Si le matin vous prenez d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre quand même ces données cardiaques en prépa marathon au repos le matin. Ça peut, si ça baisse vraiment trop, ça peut aussi. Mais là, c'est vraiment déjà une étape supérieure du surentraînement. Ouais, mais c'est intéressant. C'est Tim Podlogar, qui est nutritionniste pour Bora Hansgrohe, mais qui est aussi un très très bon cycliste. Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit, en fait, en gros, j'ai la même fréquence. Il s'entraîne toute l'année. C'est ce que j'invite les gens à faire, mais il s'entraîne toute l'année. Et ce qu'il dit, c'est que quand il perd 2-3 battements par minute au repos le matin, c'est rarement un bon signe. Ouais, surtout mais c'est toujours très progressif. On n'est pas censé perdre 5 points de BPM comme ça au petit matin. Mais c'est vrai qu'il faut toujours mettre dans le contexte. Lui, c'est quelqu'un qui est très entraîné, qui est très fort. Ouais. Et en fait, sa fréquence cardiaque est déjà très basse. Ouais, si tu dis ça à quelqu'un qui débute, en 3 mois, il va peut-être perdre 10 battements. Tu vois, ouais, c'est tout à fait normal. Même, hein. C'est tout à fait normal, exactement. Intéressons-nous maintenant à l'une des plus grandes qualités des athlètes élites, c'est l'adaptabilité. Parce qu'on sait tous les deux que même avec un plan d'entraînement hyper rigoureux, les pros ont cette capacité de s'adapter en fonction de plein de facteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup ressorti. Alors, il y a leur état du jour. On l'a dit, un cardio qui va avoir des fluctuations. Est-ce que les coureurs amateurs, ils ne doivent pas aussi s'inspirer de cette flexibilité, d'être un peu plus à l'écoute de leurs sensations, savoir est-ce que cette séance, il ne faudrait pas un peu la gérer, parce que c'est pas évident aussi de commencer à mettre les doigts dans tout ça, parce qu'on peut tout dérégler. Mais souvent, les coureurs amateurs, ils vont toujours faire en sorte de s'adapter au plan, alors que le coureur de élite va quand même demander au plan de s'adapter aussi à lui. La différence, c'est qu'il se connaît très très bien, donc il est capable de déceler qu'est-ce qui est du registre de je suis très fatigué ou juste un manque de motivation. Tu vois un peu la nuance. Et j'ajouterais aussi que s'entraîner à la sensation chez un élite n'est jamais sans conséquence, où il y a toujours soit lui, soit son entraîneur qui va analyser a posteriori ce qui se passe. Parce que s'il n'y a pas cette analyse ensuite, c'est forcément délétère. Parce que si on ne se sent pas bien aux séances où on est censé se sentir bien, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Soit dans la planification, mais en général la planification ça va bien, c'est surtout dans tout le reste de la vie. Personnelle, professionnelle, on dort pas une nuit pour une raison qui nous échappe. C'est plutôt ça qui va nous impacter. Donc quand je dis une analyse a posteriori, pour moi l'entraînement à la sensation, parce que quand je dis adaptabilité du plan, c'est ça. Prévu de courir à 4,50, au final je cours à 5 parce que c'est trop dur aujourd'hui. Ok, pourquoi ? Ça me dérange pas que tu fasses ta séance comme ça, mais pourquoi est-ce que tu l'as couru à 5 ? Et il faut surtout voir si les séances d'après ou les semaines d'après, si la tendance continue à s'aggraver ou si c'était juste un élément... t'as quelqu'un au bureau qui t'a gueulé dessus toute la journée, tu fais ta séance, t'es déjà cramé, oui, tu cours un peu plus lentement, c'est pas très grave. Après, il y a vraiment deux écoles vis-à-vis de cet entraînement à la sensation-là. Il va y avoir justement ceux qui écoutent leurs sensations et qui vont voir après s'ils sont au-dessus ou en dessous et qui vont tirer des conclusions. Ça, c'est la première école. Et la deuxième école, c'est je fais ce qui est prévu. Soit c'est plus dur, soit c'est plus facile que prévu. Et la même chose, j'en tire des conclusions. Il y a toujours des conclusions à en tirer quoi qu'il arrive, mais c'est toujours intéressant d'avoir cette post-analyse. Maintenant, tu vas sûrement me dire, c'est laquelle école tu préfères toi ? Personnellement, je préfère celle qui dit on fait le plan et on voit ensuite, pour deux raisons, on va dire. Premièrement, c'est philosophiquement. Personnellement, je n'aime pas me laisser le choix. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se plaindre. Tu fais ce qui est prévu et puis tu t'adapteras après s'il y a besoin. Parce que à force de se dire si quand ça va mal je force pas, moi je pense que psychologiquement ça peut aussi te pousser à le faire tout le temps et après à te laisser trop le choix. Et une fois que on parle de doigts dans l'engrenage, c'est la même chose. Une fois que tu as ouvert la porte, c'est fini, tu vois. Et puis le jour de ta course, qu'est-ce qui va te dire que si ça se passe mal, tu auras envie de pousser. Tu vois, parfois justement. Ouais, mais le bon athlète va quand même être capable d'analyser quand est-ce que en fait c'est juste un peu plus dur que voilà, si moi ça m'est déjà arrivé sur des séances plutôt de piste, tu vois, où j'ai des allures à faire,
Si vraiment je sens que je vais devoir fournir un effort qui est énorme, après ça va me foutre en l'air. Je vais avoir du mal à récupérer. Donc je suis capable quand même d'avoir ce côté très rare, très exclusif, mais quand même de le prendre. Tu vois ? Pour moi, ça doit être une balance. Pour moi, je suis d'accord pour toi dans 20% des cas. Et puis après, c'est là où l'expérience joue aussi, mais pour moi, c'est une tendance, c'est-à-dire vers quoi est-ce que je vais tendre naturellement ? C'est aujourd'hui c'est dur, ok, je vais aller jusqu'au bout. Et là, mentalement, ça t'as un déclenchement. Après, en effet, il y a des jours où c'est trop dur, les 20% des cas où tu le sais. Même la chaleur, tu vois, on a exact. eu des pics de chaleur. Une sortie, il fait encore 35 100% degrés. D'accord. Si il suffit que tu es comme moi, tu n'as pas une super foulée, donc niveau thermorégulation, tu sais que tu vas prendre beaucoup plus. En plus, la récup va être compliquée parce que le soir, tu vas moins dormir parce qu'il fait très chaud, tu vas pour dormir et tout. Là, tu vois, mais c'est là où tu as raison, c'est que y a cette citation qui dit qui abandonne à l'entraînement s'entraîne à abandonner en compétition. C'est ce qu'on dit. Et c'est vrai que un homme qui abandonne une fois abandonnera toute sa vie. Bon, c'est un peu plus nuancé que ça. Il y a du vrai, il y a souvent du vrai, mais c'est toujours un peu plus nuancé que ça. Bien sûr. Et sur la sortie longue, tu vois, typiquement. Attention, on est sur une prépa de 12 semaines, on est quand même surtout en fin de prépa, tu vois, on arrive le pic de forme. Donc un pic de forme, tu es toujours un peu dans s'il est bien fait, sur la limite, tu vois, tu es donc à ce moment-là à se dire juste parce que j'ai voulu tenir l'allure, un peu tout foutre en l'air, ou j'ai une petite sensation, tiens, un petit muscle fessier, on sait que ça peut arriver enfin, tu vois, qui est un peu tendu. Je vais aller, et si c'est pour taper une déchirure, un truc comme ça, mais c'est très compliqué. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que, en général, après, encore une fois, ça vient avec l'expérience, mais tu as toujours ce triptyque, vitesse, fréquence cardiaque, ressenti d'effort. Si tu es sur une séance ressenti d'effort 5 sur 5, tu sais que ça va être dur, tu fais ce que tu peux, etc. Mais si tu es sur du 4 sur 5 et que ta séance, tu vois que c'est du 5 sur 5, et que l'allure, ça commence à être difficile, t'es en mode, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Et à ce moment-là, si c'est du 4,2, passe au travers. Si tu sens que... puis si tu sais que toute la journée, tu as été fatigué. En général, ce qu'on dit, c'est... Tu es fatigué avant la séance, ok, vas-y quand même, vois comment ça se passe, tu fais ton échauffement, tu vois, et une fois que tu es sur ta séance, t'avises. En général, c'est souvent ce qu'on dit. Et puis, moi le premier, sur des gens qui vont être très fatigués parce que j'en sais rien, ils ont un enfant, ça fait 3 nuits qu'ils dorment pas, je suis en mode, mec, je vais être le premier à dire, mais fais pas ta séance intense, ça c'est totalement débile, totalement contre-productif. Mais réadapte ton objectif. Parce que souvent, il y en a, ça va pas, mais ils gardent leur objectif. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on retourne sur le sens des priorités. Là, c'est vrai qu'il y a toute la sphère qui joue, mais donc je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, je garde quand même ce truc de philosophiquement. C'est pas parce que c'est un peu plus dur que prévu qu'il faut tout de suite lâcher, mais c'est sûr qu'il faut avoir cette intelligence de dire si c'est vraiment beaucoup plus dur que prévu. Si on voit qu'il y a des choses qui se passent mal, une fréquence cardiaque très haute, en général sur la chaleur, c'est ce que tu disais, c'est ce qui se passe. Là, savoir réadapter. Mais le plus important, quelle que soit la manière dont on fonctionne, avoir cette post-analyse, parce que, et là je reviens, c'est très important, il y a des gens qui sont extrêmement durs envers eux-mêmes. Il fait 36 dehors, c'est ça. Ils font une mauvaise séance, et ils vont se dire, je suis nul, mon objectif il est foutu en l'air. Et un peu plus de jugeote que ça, tu vois bien que le monde c'est ligué contre toi pour pas que tu la réussisses cette séance. Justement, on va rester un peu dans le thème parce que là on va aborder un sujet qui est souvent sous-estimé sur les sorties longues, c'est le mental. On sait que le mental c'est quand même un élément clé de la préparation, notamment sur marathon, sur trail, parce qu'il en faut énormément. Et moi j'ai été assez fasciné d'apprendre qu'Alberto Salazar, alors je sais pas si tu connais notre ami Alberto Salazar, mais c'est le vainqueur, il a gagné notamment, ça remonte un petit peu, mais il a gagné le marathon de New York, il a gagné le marathon de Boston. Il a aussi travaillé avec l'équipementier Nike, l'Oregon Project, tu sais, avec Mo Farah, tu vois, Galen Rupp, tu vois, un peu un groupe un peu controversé, on va pas se mentir. J'allais dire, voilà, connu pas forcément voilà, j'ai cru qu'il a été manière. dissous, mais voilà, enfin, Alberto Salazar, c'est quand même c'est une pointure, vraiment grand ami de Phil Knight, surprotégé par Nike, vraiment, c'est quand même le monsieur performance un peu à l'américain. Son livre a été un énorme succès. Et lui, figure-toi, il faisait ses sorties longues, il le dit dans son livre, notamment pour préparer, je crois, les JO de Los Angeles. Il faisait toutes ses sorties longues pour forger son mental, disait-il, dans son garage, sur tapis de course. Et ça allait même plus loin.
c'est là où tu vois qu'ils sont un peu barges quand même, c'est que des fois, ils mettaient comme Los Angeles était une ville polluée, et il y avait beaucoup, en tout cas à l'époque, de questions, un peu comme la Seine aujourd'hui, tu vois, et ils mettaient quand même des fois la voiture, donc il la sortait du garage. Ah non. Il voulait pas se tuer, mais il la mettait en route. Tu vois devant. Donc bon, c'est limite, mais en tout cas, il expliquait qu'il forgeait un peu son mental comme ça. Et je sais, on a eu aussi Guillaume Ruel, je sais pas si tu connais, coureur de 100 km et tout, qui expliquait aussi que son père, courait aussi sur tapis pas mal de distance pour justement forger son mental. Donc il y a cette idée que sur les sorties longues, on va les rendre un peu les plus difficiles possibles pour justement se blinder. Tu vois, là, eux, ils abandonnent pas. Eux, c'est fait. Avec ce que j'ai dit juste avant, les gens, ils disent qu'est-ce que tu penses justement de c'est un peu ces techniques? Est-ce qu'on doit essayer aussi quelquefois? Ça revient aussi à l'exemple qu'on prenait au début d'émission avec je vais faire ma sortie longue après ma séance de muscu. Sans aller dans les extrêmes en courant avec le moteur allumé. Voilà. Est-ce que c'est un bon moment aussi de travailler son mental? Est-ce que c'est aussi un travail d'introspection? Qu'est-ce que tu en penses sur les sorties longues? Ce que j'en pense, c'est que le stress, c'est du stress. Donc, si tu ajoutes une voiture allumée devant toi, si tu ajoutes de la chaleur, si tu ajoutes plein de choses, ça va augmenter la quantité de stress. Pourquoi pas? Faire une sortie longue en altitude ou qu'importe. Rio, les chambres thermiques pour le triathlon avec Vincent exact. Louis, il faisait pas mal des longues sorties aussi sur les chambres thermiques. Oui, et puis même des gens qui courent sur tapis sans mettre de ventilateur, il y en a plein, en se disant j'ai chaud comme ça. Oui, en effet, ça crée un stress thermique. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le problème, c'est rarement qu'on n'ait pas assez de stress. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à assimiler le stress qu'on a à disposition. Je suis pour dire que la sortie longue, ça va permettre de forger aussi un mental, parce qu'on va se confronter à la longueur. Quand on a en fin de plan marathon une sortie longue de 2h15, 2h30, 2h45, là on commence à justement mentalement être vraiment dedans, et c'est ce à quoi on va être confronté le jour J, même si le jour J ça va être un peu plus facile parce que l'émulation collective, les gens autour, etc. Mais pour moi, il y a cet aspect mental. De là à complexifier, comme tu l'as décrit, c'est too much. Pour moi, c'est un petit peu too much. Donc, tu vois, tout à l'heure, j'étais en mode, ok, quelqu'un qui abandonne, c'est pas forcément positif, mais bon, faut aussi être mesuré. Faut pas non plus vivre c'est comme les samouraïs dans les livres non plus. Après, tu vois, si je prends mon exemple, pendant ma préparation sur Kona, ça m'est déjà arrivé sur Home Trainer, sur mes sorties longues, de faire un jeu de rythme sur mon téléphone en même temps que la sortie longue, ou en même temps que certains intervalles d'allure de course, ce qui est possible de faire sur un vélo sur Home Trainer, ce qui n'est pas possible en course à pied. Justement en se disant comme ça va entraîner un petit peu le mental, mais c'est vraiment très très anecdotique. Vous prenez pas la tête, et surtout ne reprenez pas l'exemple de ce qu'a expliqué Guillaume juste avant. Ces gens sont des professionnels, ne tentez pas de reproduire ces entraînements. Après par contre, alors est-ce que ça rentre dans la condition du mental? Non, pas particulièrement, mais après c'est les règles de base, et encore ça rentre dans ce principe de spécificité. Si tu vas faire une course dans laquelle il va faire chaud, tu as tout intérêt à quand même te préparer progressivement à la chaleur et à rajouter... mais c'est même pas mental, là c'est plus physiologique que mais mental. Moi j'aimais bien, c'est quand il flottait, tu vois, finalement quand il flottait sur mes sorties longues, j'étais content parce que je me dis à partir de Paris en plus il peut pleuvoir, hein. Et tu te dis justement ça te prépare aussi à l'entraînement, et puis tu as tendance à un peu trop des fois. Moi je vois, c'est toujours un peu le jeu, tu sais, les textos entre les groupes Facebook, il va pleuvoir, mon Dieu, il va pleuvoir. Et les gens ils paniquent et tout. Alors qu'en fait, en vrai de vrai, la pluie, c'est pas si gênant que ça, parce qu'au bout d'un moment, tu la vois même plus, tu la sens plus. Ce qui est chiant, c'est le vent. Ça, je dis pas. Mais la pluie en tant que telle, en vrai de vrai. Et puis souvent, à Paris, t'es quand même bien abrité du vent. Donc voilà, ça permet aussi de un peu, on a tendance à trop sacraliser la pluie, à toujours s'en faire une montagne. Alors, sauf évidemment, c'est une averse de fou, mais globalement, voilà, c'est chiant. Tu peux avoir les chaussures un peu, un peu des ampoules et tout, mais c'est pas non plus si grave que ça. Donc voilà, s'entraîner façon longue quand il pleut, ça peut aussi être un bon moyen de moins flipper, de se dire comme ça, je suis paré à toute situation, et donc l'imprévu ne me fait pas peur. Voilà. Après, il y a un petit peu de ça, et puis c'est surtout si tu as de la marge mentale, parce que tu peux faire ça, mais tu as des gens pour qui déjà courir 2 heures, c'est déjà un stress bien suffisant. C'est clair. Ils n'ont pas besoin de se complexifier la vie. Alors j'ai posé une question par rapport aux chaussures, parce que tu sais, il y a pas mal de plaques de carbone et tout, donc j'ai demandé vous utilisez quoi pour aller courir, faire vos sorties longues, et la plupart utilisent finalement, ils sont plutôt friands de chaussures avec les nouvelles mousses, plutôt légères, mais là sur les sorties longues, on est sur des chaussures même plutôt de coureurs lourds. La Nimbus chez ASICS, j'étais surpris. La Vomero pour des coureurs Nike, tu vois, qui sont vraiment des chaussures. Même nous, on se moque un petit peu, tu vois, parce que c'est vraiment avec pas mal d'amortis.
Et donc, ils allaient chercher plus de confort, ils allaient quand même chercher des chaussures un peu plus lourdes aussi pour travailler comme ça. Est-ce que toi, tu penses que ça peut être une technique intéressante? En tout cas, ils évitent tous quasiment la lame carbone. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que alors la lame carbone, ça déroge un petit peu à la règle, mais si on prend juste chaussure maximaliste, minimaliste, plus elle va être maximaliste, moins tu vas être actif au niveau de ton pied, et donc moins tu vas être limité dans le temps par tes qualités mécaniques, tes muscles, tes tendons, et donc ça peut faire passer la séance un peu plus facilement. C'est sûr que si on prend un extrême, fais ta sortie longue en pointe. Tu vas mettre du temps à t'en remettre, quoi, parce que justement musculairement tu vas être très actif et donc tu vas créer beaucoup de dégâts. Il y a aussi donc pour moi ça fait du sens mécaniquement, surtout si on est très limité, parce que je pense que tu prends n'importe quel athlète professionnel, il va juste courir avec ses chaussures de footing habituelles, voire même parfois s'il a de l'allure, il peut mettre ses chaussures carbone, qu'importe. Oui, évidemment, s'ils ont des séances à allure spé, ils vont essayer de remettre les chaussures qu'ils vont avoir au marathon. Mais pour vraiment du sortie long classique, footing, ils aiment bien des chaussures un peu plus confortables et un peu plus lourdes. Ouais, pour moi, il y a aussi tout ce truc de les gens veulent courir tout le temps minimaliste, etc. Mais ça a quand même ses limites. Donc si tu as une sortie longue et que tu sais que c'est préservé. Hein. Ouais. Pour moi, ça fait du sens là comme ça à première vue. Bon, c'était pour parler un peu des plaques carbone en tout cas, savoir que c'est justement on n'en a pas parlé, mais mais justement, l'intérêt des plaques carbone, c'est que les chaussures sont légères, elles sont performantes. Et tout à l'heure, on parlait du principe de durabilité. Je pense que la chaussure carbone, j'ai pas checké les études parce que on entend souvent ce discours qui dit les plaques carbone, il y a des gens chez qui ça fonctionne, il y a des gens chez qui ça fonctionne pas. J'ai pas regardé dans le détail, mais je serais pas étonné que ça soit des tests sur 15 minutes, 30 minutes. Mais moi, ma théorie, c'est que c'est très possible que tu joues sur la même chose. Tu as une chaussure performante parce qu'elle est très légère, parce qu'on sait que le poids de la chaussure joue beaucoup sur l'économie de course. Et de l'autre côté, tu te préserves musculairement parce que tu peux courir, pas n'importe comment, mais tu peux courir en étant beaucoup moins actif au niveau musculaire et tendineux. Et donc, certes, ton profil physiologique ne va pas être dégradé parce que ton profil physiologique va être qu'importe quand tu vas être à 10 minutes de course. Mais si tu fais les mêmes tests après 2 heures de course à pied, je serais intéressé de voir les études pour voir ce que ça dit. J'ai pas les réponses, donc vraiment, peut-être les auditeurs l'auront. On avait fait des. Alors après, c'est un peu bête maintenant parce que aujourd'hui. Parce que si ta biomécanique se dégrade, ton profil physiologique suit forcément parce que tu vas perdre en efficacité. Mais on va dire que quand même, ça crée des déséquilibres sur certaines personnes. Et donc, c'est quand même assez contre-productif. Mais c'est souvent un modèle qui est analysé. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu dis les chaussures à lame carbone, en fait, t'as quand même plein de modèles qui sont sortis. Et du coup, on peut trouver plus ou moins son bonheur. Mais si tu prends le modèle classique phare de la lame carbone, les études ont été quand même assez claires en montrant que ça avait un effet positif sur 33% des gens, grosso modo. 33% des gens, c'était flat, ni positif ni négatif. Et 33%, ça défavorisait leur performance. Donc, c'était contre-productif. Et ça, c'était lié aussi, à titre personnel. Moi, j'ai essayé la 4%, la première qui était sortie. J'ai fait mes plus mauvaises séances avec cette chaussure. Donc, parce que pour moi, elle n'était pas du tout adaptée. Mais maintenant, il y a une telle offre qu'en fait, c'est un peu bête de limiter à la lame carbone, puisque en fait, c'est ce modèle-là qui vous correspond pas, parce qu'on peut pas avoir un modèle de chaussure qui serait efficace sur tout le monde, puisqu'on a tous des particularités. Bien sûr. Donc après, c'est un parti pris de la marque qui va favoriser un public plutôt qu'un autre. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'il faut sortir toujours de l'idée de penser qu'il y a une paire de chaussures qui serait valable pour tout le monde. Alors, on a abordé la préparation, on vient d'aborder l'équipement, on a parlé du mental. Il y a un autre aspect qui est crucial. Et ça, vraiment, tu vois, quasiment la moitié de l'échange que j'ai eu par téléphone était autour de ça. C'est la récupération qui fait quand même partie de l'entraînement. Tout aussi important. Tout aussi important, mais vraiment la récup. Alors par exemple, il y a des coureurs qui m'ont expliqué qu'ils n'allaient pas faire les courses ou faire du shopping avec leur femme ou avec leurs copains la bonne ou excuse. aller non vraiment après la sortie longue, c'est les jambes dans la laine, donc c'est-à-dire vraiment on s'allonge, on va regarder des séries, on va mettre des chaussettes de compression, on va mettre de la pressothérapie, on va essayer aussi d'avoir un repas assez fourni en termes de nutriments, mais la partie récup vraiment elle est essentielle. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur les protocoles de récupération qu'on peut faire après ce type de sorties qui sont quand même assez qui demandent du temps et qui peuvent être assez intenses? Oui, surtout si elles sont très très longues, parce que pour le coup, c'est vrai que mettre tout ça en place sur une sortie un peu longue, sur un plan 5 km, c'est peut-être un peu too much parce qu'elle va pas être si longue que ça. Mais pour moi, c'est exactement le même protocole de récupération qu'après n'importe quelle séance intense.
En fait, on parle de quantité de stress générée, et soit on peut la générer par l'intensité, soit on peut la générer par la longueur. Et il ne faut pas minimiser l'impact que peut avoir une sortie longue, ça je suis 100% d'accord. Donc après, on va parler du triptyque nutrition, classique. Sommeil, hydratation. C'est ça. Et il faut quand même rajouter, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce triptyque et on en sort un tout petit peu pour passer sur un quatuor, on va dire. Mais gestion de la charge d'entraînement, c'est sûr que si vous augmentez d'une demi-heure chaque semaine vos sorties longues, ça va vous demander énormément de récupération. Donc, gestion progressive de la charge d'entraînement aussi en facteur de récupération, c'est important parce qu'il faut laisser le temps à ton corps d'améliorer ses capacités de récupération. Parce que plus il s'entraîne, meilleur il devient, mieux il récupère. Et c'est ce qui nous permet petit à petit de faire des séances de plus en plus dures ou de plus en plus longues. Bon, on va passer à notre rubrique vrai du faux, parce que tu verras qu'il y a pas mal d'idées reçues autour de la sortie longue. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un éventail de possibilités qui est quasiment infini avec la sortie longue. On est très loin de cette idée de courir 1h, 1h15, 1h30, voire même 2 heures, et puis voilà, sans trop se poser de questions. Là, on voit, on a détaillé qu'il y a quand même plein de choses à faire. Avant de passer à notre rubrique vrai du faux, comment tu synthétiserais un peu tout ce qu'on s'est dit et sur l'importance de la sortie longue pour un peu repréciser les éléments clés? Oui, alors on pourrait résumer ça en disant que la sortie longue, pour moi, c'est vraiment une place importante dans le plan d'entraînement d'un coureur de fond. Et plus la distance va s'allonger, évidemment, plus elle va prendre son importance. La définition qu'on peut en avoir, c'est juste une sortie plus longue que les autres et qu'on va faire augmenter progressivement en fonction de son niveau, en fonction de ses capacités aussi, mais de son objectif. Après, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de sa composition, soit on peut la faire à basse intensité, soit on peut la faire avec des intervalles dedans, soit on peut la faire en étant pré-fatigué, soit on peut la faire en étant frais. Quoi qu'il arrive, ce qui importe le plus, c'est la logique interne. Ne faites pas comme le copain parce que vous avez vu qu'il faisait ça et que ça fonctionnait pour lui. C'est plus incorporer les choses progressivement. En général, ça peut aussi se faire en enlevant d'autres choses. Mais voilà, faites pas juste comme tout le monde, comme le copain, parce que vous avez vu que ça faisait joli sur Strava. Je vais faire comme Kipchoge. Ouais. Allez. Il y a beaucoup de variations dans les sorties longues. Je pense qu'on en a parlé de pas mal pendant ce podcast. Voilà, faut juste choisir et suivre sa logique interne. Je pense que c'est le plus important. Bon, écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre rubrique vrai du faux. Est-ce que c'est OK? C'est parti. Jingle. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. La rubrique vrai du faux. Chaque mois, on débunk, on démonte les idées reçues autour de la course à pied avec Tristan de campuscoach.fr. Tristan, première idée reçue, on va rester dans le thème du jour. Plus c'est long, mieux c'est. Je parle bien sûr de la sortie longue, hein, Tristan, pas de blague douteuse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pas de l'éclair au café qu'on va manger après ce podcast. Dommage. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Déjà, ce qu'il faut avoir les capacités de pouvoir encaisser des sorties très longues et qu'en fonction de notre niveau et de nos objectifs, parfois, c'est pas du tout nécessaire. On a vu Charlotte Pizzo, coureuse de 800 mètres, qui expliquait que c'était 45 minutes pour elle, sa sortie longue. Donc, et c'était vraiment 14 km aussi pour une autre coureuse de 800. C'était vraiment, pour eux, l'équivalent d'une sortie de 35 bornes pour un coureur de fond, quoi. Jimmy Gressier qui disait qu'ils faisaient pas le plus qu'une heure 20. On en a plein d'exemples comme ça. Ouais, bien sûr. De toute façon, tant qu'on fait pas de... justement, ça va être ma deuxième question vrai du faux. Les sorties longues sont réservées aux marathoniens et aux trailers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non. Simplement, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir une sortie un peu plus longue pour travailler ce qu'on va dire, ces qualités d'endurance, on pourrait dire, mais il y a plein de qualités physiologiques sous-jacentes. Mais de manière beaucoup plus concrète pour que les gens comprennent, pour moi, l'une des importances de la sortie longue, parce que par exemple, si on prend un plan à 10 km, moi, ça va pas du tout. Enfin, je trouvais ça normal que quelqu'un court 1h20, 1h30 sur sa sortie longue. Pourquoi? Parce que très souvent, tes fractionnés vont aussi durer pas mal de temps. Ils vont déjà durer 1h, 1h10 avec des intervalles dedans. 6 x 1000, 8 x 1000 si on reste dans la préparation 10 km, c'est des séances qui sont assez souvent trouvées. Si tu fais des séances de fractionnés de 1h10, 1h15, pour moi, avoir une séance un peu plus longue, peut-être un peu plus basse intensité, pour pouvoir aussi faire en sorte que ces séances soient mieux assimilées et soient plus faciles,
et qu'il y ait moins de dégradation au fur et à mesure de la séance, on parlait de durabilité tout à l'heure, pour moi ça fait du sens. Donc pour moi c'est tout à fait normal d'avoir des sorties longues sur toutes les distances inférieures au marathon aussi. Il n'est pas nécessaire de s'hydrater ou de s'alimenter pendant une sortie longue si elle dure moins de 90 minutes, donc 1h20. Les mots sont importants, nécessaire. Non, c'est jamais nécessaire, hein. Tu peux me faire un marathon sans manger, sans boire si tu veux. Par contre, souvent ce que les gens vont négliger, c'est que tu peux très bien la mener de bout en bout sans qu'il se passe rien. Cependant, pour des logiques de récupération, tu récupéreras beaucoup plus vite si tu t'hydrates bien et si tu t'alimentes bien pendant, après ta séance. Ça, pour le coup, c'est vraiment la nuit et le jour. Donc, si tu as un planning soit chargé parce que tu as le professionnel, le perso à côté, mais aussi parce que tu t'entraînes beaucoup, certes, tu peux faire 1h30 sans boire, sans manger, mais en termes de récupération, pour moi, je le ferai. Ça, c'est ce qui a changé. Alors moi qui venais un peu de la route, qui ai fait un peu de piste, quand j'ai commencé à allonger les distances, j'avais pas cette culture de boire. Sur marathon, ça m'a beaucoup aidé parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si tu t'hydrates pas, tu vas te déshydrater. Donc ça, au niveau musculaire, ça va être plus compliqué. Tu vas beaucoup moins bien récupérer. Et puis c'est aussi un bon moment aussi de tester ces gels. Donc voilà, moi je vous recommande. J'avais acheté une petite ceinture gourde, que je mettais. J'aurais pas couru avec ça pendant mon marathon, mais un petit sac d'hydratation, ça me permet de pouvoir m'hydrater. Sans trop abuser, hein, faut pas non plus se gaver d'eau, mais c'est juste quand il faut pour mieux récupérer en fait, tout simplement. Faire trop de sorties longues peut nous rendre plus lents, parce que si on exagère un peu, on va être des coureurs moins rapides. Alors, si on se focalise sur les coureurs de fond, parce que je sais que sur les coureurs demi-fond peut-être, mais même inférieurs, il y a des logiques de perte de vitesse, ça peut se retrouver. Mais sur les coureurs de fond, perdre en vitesse, je sais pas. Cependant, ce qu'on peut dire, c'est que si on fait des sorties trop longues par rapport à son objectif qui est court, le problème qu'on peut retrouver, c'est qu'on ne réussira pas à fournir le même niveau d'intensité sur ces séances fractionnées. Ça, c'est vraiment le risque principal, donc moins progresser. C'est plus ça le risque. Parce que je reprends encore une fois la prépa à 10 km, je parlais de séances d'1h20, 1h30. Évidemment, c'est pas pour tous les profils. Si on s'entraîne 3-4 fois dans la semaine, qu'on n'a pas un gros volume, pour un 10 km, ça peut-être un petit peu too much. Et justement, ce too much, comment est-ce que ça se retranscrit ? Sur le fait que peut-être que sur des séances fractionnées, on aurait pu faire un intervalle de plus, on aurait pu faire peut-être 5 secondes au kilomètre un peu plus vite, en étant à sensation d'effort égal, justement parce qu'on n'aurait pas eu cette sortie longue qui aurait été trop longue, qui nous aurait demandé cette petite énergie supplémentaire qui nous aurait permis de réaliser ces séances un peu plus intenses. Donc c'est là où il faut quand même garder un équilibre. Parce que souvent on entend, si tu fais du marathon, tu peux plus faire du 1500 mètres. À part Sifan Hassan, qu'on a vu là au championnat du monde, au dernier championnat du monde, qui est capable de faire 2h18 sur marathon et puis aller s'aligner sur du 1500 mètres. C'est ce qu'on entend souvent, qu'il faut faire un choix en fait. Quand on va sur marathon, on peut plus. Surtout chez les professionnels, parce que si tu considères alors encore une fois une question de logique interne, mais si tu considères ta sortie longue vraiment comme une sortie intense, où tu vas rajouter de l'allure de course, etc., pour un professionnel, il va pas faire 1000 fractionnés dans sa semaine. Donc en fait, peut-être qu'il va pouvoir en faire que 2, alors que si sa sortie longue elle était plus courte ou moins intense, il aurait pu en faire 3. Moi, je suis comme Fred. Je pense que le long libère la vitesse. Et en tout cas, chez les coureurs, on va dire comme nous. Et d'ailleurs, c'est souvent des coureurs qui battent leur record sur 10 km ou sur semi-marathon, en prépa-marathon. Ne le faites pas. C'est une mauvaise idée d'aller battre son record. On se dit, tiens, on est chaud, allez. Parce que souvent, ça laisse des traces. Donc, ne le faites pas. Voilà. Parce que c'est pour ça, c'est le piège, c'est du semi de Paris, où souvent, on s'aligne sur le semi de Paris, puis on se dit, allez, je respecte l'allure, je fais leur marathon, puis on est tellement bien qu'on bombarde. On est super content parce qu'on a battu notre record sur semi, puis on foire son marathon derrière. J'en ai tellement vu des coureurs comme ça. Ne faites pas cette erreur, vraiment. Mais c'est vrai que, souvent, ça libère aussi la vitesse. Donc, c'est pas du tout, en tout cas, à notre niveau, c'est pas du tout un frein. Au contraire, ça va nous aider. Dans l'absolu, si tu parles que ton niveau de performance est lié à la quantité de stress que tu génères, en fait, rajouter une sortie longue, ça augmente la quantité de stress. Donc, quelque part, ça augmente en fait ton niveau. Donc, il y a forcément un lien à trouver là-dedans. Oui. C'est si tu cours tout le temps doucement, et que tu fais plus toute vitesse, là, tu peux risquer de perdre. Mais c'est pas, les plans d'entraînement sont pas pensés comme ça. Moins bon, quoi. Ouais. Mais, Allez, une petite dernière pour la route. Il faut toujours prendre un jour de repos après une sortie longue. Moi, je le faisais pas. Perso, c'était le vendredi, mon jour de repos. Et mes sorties longues, c'était le dimanche. Je faisais du très classique. Voilà. Et le lundi, j'avais un petit footing. Et le mardi, je re-attaquais sur du fractio.
Ça dépend ce qu'on entend. Ça dépend ce qu'on entend par jour de repos. Jour totalement off, non, pas particulièrement. Après, jour facile, c'est avec clair. un footing facile le lendemain. Ouais, plutôt. Après, c'est encore une fois logique interne. Moi, je mettrais pas un fractionné le lendemain d'une sortie. Ouais, longue. ouais, ça, ça, c'est c'est sûr et certain. Ouais. Après, jour de repos off, non, pas particulièrement. Et encore une fois, question de logique interne. Plus la sortie longue va être difficile, considérée comme une séance intense, plus on va arriver sur sa sortie longue pré-fatigué, plus on va avoir besoin de récupérer après. Merci infiniment Tristan. Et puis petit cadeau. Oh oui. On a lancé un petit parce que tu as peut-être donné envie à nos auditeurs, à nos auditrices d'essayer un peu tes méthodes d'entraînement. Donc, on a négocié auprès de Campus Coach, la première plateforme d'entraînement à distance. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut la présenter, mais en course à pied. En course à pied, voilà, t'hésites pas à me reprendre s'il faut. Un petit code pour bénéficier d'un mois d'essai gratuit. C'est le code DLTDC. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter pour pourquoi pas s'essayer et bénéficier comme ça d'un petit suivi aux petits oignons par notre ami Tristan. Guillaume a été très très bon en égo là-dessus. Vous pouvez le féliciter. Exactement, voilà. Donc n'hésitez pas à user, voilà, comme ça vous allez pouvoir avoir une petite idée. Donc Campus Coach, dispo sur toutes les applications, sur Internet, on peut le retrouver partout. Ouais, sur Internet. Pour l'instant, l'application arrive très très bientôt. Merci beaucoup Tristan, et puis je te dis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'un Tête d'un coureur. À très bientôt Guillaume. À bientôt.